Jordi Ballesta, que vous connaissez, qui remplace donc un peu au pied levé voilà. les défections que nous avons dû enregistrer. Jordi Ballesta, alors, qui est géographe de formation, qui est docteur en géographie. Alors, semble-t-il, l'épreuve ne lui a pas suffi, il en redemande une couche, et donc il est actuellement doctorant en arts plastiques au CIREC. Et donc je vais lui laisser la parole sur donc, sa présentation. Voilà. Comme il a été dit, j'ai préparé un peu rapidement cette intervention qui n'était pas prévue en raison de l'absence de deux intervenants, dont l'un pour cause de visa. Donc je vais un petit peu recycler certaines recherches précédentes, et puis je vais aussi développer des hypothèses qui ne sont pas forcément totalement mûries. En tout cas, c'est le lot du sujet à propos duquel je vais parler, le vernaculaire, qui porte le plus souvent à bricoler, à faire avec, et qui empêche souvent de prendre de la distance. Donc, mon propos va être articulé en 6 parties. Et je vais parler en premier, puisque la thématique de la session sont les problématiques d'aménagement. Donc je vais parler en premier rapidement de l'aménagement du territoire. Alors en France, la notion d'aménagement est plus rarement liée à celle du paysage qu'à celle de territoire national, de territoire urbain, de territoire rural, etc. Ce lien privilégié avec le territoire s'explique par les finalités ordonnatrices et planificatrices qui président aux sciences de l'aménagement, et par les principes de maîtrise, de cohérence et de continuité qui caractérisent l'idée de territoire. Alors, la notion de paysage, quant à elle, est relativement polysémique, mais selon plusieurs de ces définitions sur lesquelles je vais me baser, le paysage se caractérise par une capacité à déborder du plan et à échapper au mode de contrôle. En ce sens, la photographie de paysage ne correspond pas à la photographie de territoire. Alors, si l'on visite par pure curiosité et en tout amateurisme l'encyclopédie Wikipédia, et on se fie à la justesse de ses traductions, on peut observer que l'aménagement du territoire se traduit en allemand par Raumplanning, littéralement la planification spatiale, et qu'en anglais, les sciences de l'aménagement sont toujours liées à l'idée de planning, land use planning, urban planning, environmental planning, etc. Et en recherchant plus avant, il s'avère qu'il existe également une discipline du landscape planning. Elle vise à prévenir, à atténuer ou à réparer les dégradations paysagères que génère l'aménagement du territoire, et attelée aux autres formes de planification, obéissant à des finalités préventives ou curatives, elle n'aurait pas l'autonomie en fait, du projet de paysage, ou en anglais du landscape architecture. En grec, l'aménagement du territoire se traduit par le mot chorotaxia, choros c'est l'espace, soit littéralement la mise en ordre de l'espace. Alors cet objectif de mise en ordre se retrouve en espagnol. Wikipédia, en tout cas pour moi, nous apprend que la planification que l'aménagement du territoire se traduit par planification territoriale, ou se dit aussi ordenación del territorio, ou encore l'ordenamiento territorial. Et dans la version française de l'encyclopédie Wikipédia, le terme aménagement du territoire est introduit par la définition de Pierre Merlin et François Chauet. Cette définition, ils l'ont établie pour leur dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. Alors, il s'agit, selon eux, de l'action et la pratique, plutôt que la science, la technique ou l'art, de disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser en prenant compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. Alors, la photographie documentaire et paysagère et sa descendance directe, je pourrais dire, la photographie topographique, ne se sont pas désintéressés, loin de là, des politiques d'aménagement. Dans le même temps,
leur intérêt pour les formes paysagères qui échappent à la maîtrise politique a généré une économie ambivalente, voire contradictoire, que cela soit sur le plan visuel, empirique, l'expérience de terrain développée par le géographe, ou géographique, les formes géographiques représentées. Alors d'une part, la photographie documentaire et paysagère se tourne tendanciellement vers les envers et les imprévus de l'urbanisme, et plus généralement vers les arrière-cours de nos géographies contemporaines. Alors de nombreux travaux sont ponctués de délaissés, d'espaces résiduels, d'interstices, ou encore de points de contact et de frottement entre des fragments hétérogènes. Alors cette photographie se focalise sur les espaces qui n'ont pas été atteints par les visions prospectives et les modes d'ordonnancement identifiés par François Choët et Pierre Merlin. Elle donne à voir les en-dehors d'une action et d'une pratique qui n'ont pas su créer de la cohérence entre, je cite, les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. Alors, différemment, les photographes documentaires et paysagers accompagnent les réflexions sur le tiers-paysage, identifient des tiers-lieux, arpentent du tiers-foncier, embrassent la Zwischenstadt, les espaces intermédiaires de la ville, et traversent la città diffusa en interrogeant toutes les formes imprévues qui la constituent. Ces paysages restaient à l'écart du territoire planifié qui est au cœur de leur attention. L'anomie, l'absence de loi ou le non-respect de la loi, l'irrégularité, les espaces incomplètement définis et les fragilités immobilières et foncières sont parmi leurs grands sujets, même si les paysages ordinaires et du quotidien font parallèlement partie de leur centre d'intérêt. Alors, d'autre part, et un peu à l'opposé, ce qui permet de voir cette économie ambivalente, voire contradictoire, la photographie de paysage, et plus spécifiquement la photographie paysagère européenne, dépend dans une large partie, dans une large mesure, des politiques d'aménagement que portent les collectivités territoriales, qu'elles soient nationales, régionales ou locales. Alors cette dépendance, elle est d'abord économique, et elle provient des subsides attribués par la commande publique. Elle ne contraint pas les photographes à travailler sur la réalisation d'aménagements. Elle ne les oblige pas à rendre compte de la mise en œuvre sur le terrain des compétences développées par les architectes, les urbanistes et par tous les acteurs de la production spatiale qui agissent dans le cadre de la sphère politique. Alors, il existe une partition en fait, que le monde de la photographie entretient entre la photographie d'architecture et d'aménagement d'un côté et la photographie de paysage de l'autre, entre une documentation animée par des visées promotionnelles d'un côté et des écritures documentaires de l'autre. Alors la première permet de traduire en images des opérations d'aménagement afin d'en assurer la présence dans la sphère publique, dans l'espace public, et la seconde vise à produire des connaissances et à interroger les modes d'habitation contemporains. Mais elle tend aussi à épouser des périmètres d'intervention qui lui ont été imposés de l'extérieur. Alors, à quel point, par exemple, l'œuvre de Gabriele Basilico ou de John Davis, parmi une multitude de photographes, peut-elle être scindée des projets d'aménagement développés par des collectivités territoriales ? À quel point les commandes auxquelles les photographes répondent sont ajustées à des périmètres et à des chronologies qu'ils n'ont pas déterminées par eux-mêmes ou auxquelles ils n'ont pas participé à la détermination. Alors, Emmanuel Pinard a photographié certaines des rues les plus ordinaires du périmètre d'Euroméditerranée à Marseille, à la demande de l'établissement public d'aménagement qui allait les reconfigurer. Gabriele Basilico a photographié les friches urbaines d'Émilie-Romagne à la demande de l'administration régionale qui allait les requalifier. John Davis a photographié l'Anse de Poly dans le Roussillon à la demande du Conservatoire du Littoral qui venait d'acquérir les droits de propriété et qui lançait un projet de paysage. Joachim Braum a photographié pendant 10 ans le désordre transitoire d'une zone industrielle à Munich avant qu'elle ne devienne le quartier de Parkstadt-Schwabing, soit Park City en anglais. Et il a été largement financé par l'entrepreneur qui a planifié puis a réalisé l'opération immobilière.
Alors Camille Fallet, ici présent, et que je vais un peu taquiner, a produit un très bel ouvrage, selon moi en tout cas, qui est intitulé « Anthologie de l'ordinaire Bordeaux sans légende ». Il est composé de 2073 photographies articulées autour de 15 thématiques, parmi lesquelles la nappe du bâti, la ville du crépi, la ville mobile et précaire, et la flore ornementale et pionnière. Alors, à la lecture du livre, il ne s'agit manifestement pas pour l'auteur de louer la forme urbaine bordelaise et de souligner sa cohérence territoriale. Pour autant, l'auteur a accepté d'accompagner les objectifs et les temporalités politiques locales. Alors, que les photographes documentaires et paysagers approuvent ces politiques, s'y opposent ou s'en désintéressent, de toute façon, leur œuvre est régulièrement tenue par un rapport de dépendance économique aux politiques publiques. Alors, Anthologie de l'ordinaire Bordeaux sans légende pourrait être un cadre d'étude exemplaire de cette dépendance aux politiques publiques et en particulier à la commande publique. Alors, si le sommaire de cet ouvrage a pour titre « Un montage photographique du Grand Bordeaux ». Et si toujours par curiosité et en tout amateurisme, j'ai recherché sur Google qu'est-ce que le Grand Bordeaux, la première occurrence à ce moment-là a été finalement correspondait à une question qui ne nous concerne pas vraiment, en tout cas pour l'instant. La question était que servir avec un Grand Bordeaux à maturité. Par contre, la deuxième occurrence nous préoccupe davantage, elle nous intéresse directement. Elle nous invite à visiter le site officiel de la ville, bordeaux.fr. Et cette deuxième occurrence s'intitule « Le projet urbain 2030 vers le Grand Bordeaux ». Donc cette page qui est incluse dans le site officiel de la ville nous apprend qu'aujourd'hui, je cite, « Le troisième projet urbain de Bordeaux se déploie grâce aux habitants impliqués et concertés, grâce à la volonté de Bordeaux de se battre pour continuer à grandir, grâce au développement d'un grand dessin autour des projets engagés, les futurs quartiers de Brazza, Niel, Garonne-Eiffel, etc. » En conclusion, la ville affirme que durant les 20 prochaines années, Bordeaux va poursuivre ce grand chantier. Alors, cette référence au Grand Bordeaux pourrait paraître anecdotique, accidentelle ou accessoire, mais elle est liée à une préface placée en deuxième de couverture qui vient rappeler la dépendance économique et la raison politique de cet ouvrage artistique. Alors, son titre est « Reconsidérer le paysage pour inventer la métropole ». Et son auteur est le maire et président de la métropole de Bordeaux. Alors, celui-ci commence d'abord par affirmer qu'à Bordeaux, je cite, « la nature et le paysage sont partout. Ils ont, si je puis dire, pris le pouvoir sur la ville dont la forme a changé. » Il continue en notant que le paysage est si présent dans notre métropole que lorsque celle-ci réfléchit à son avenir, elle revendique 55 000 hectares de nature. Puis, constatant que le regard de Camille Fallet s'est tourné vers les formes ordinaires et les franges de la ville, notamment, il invite le lecteur à mieux comprendre, mieux se connaître et se projeter dans le présent et l'avenir de la métropole. Il conclut en espérant que cette anthologie photographique inspirera, je cite, « une multitude de petits ou grands projets métropolitains ». Alors, en définitive, la préface et première page, deuxième de couverture d'Anthologie de l'ordinaire, Bordeaux sans légende, est marquée par une temporalité qui n'appartient pas aux photographes. Dans aucune de ces photographies, Camille Fallet ne semble appuyer la naissance de la métropole en tant qu'entité urbaine unifiée et territoire de projet. Il ne suppose pas davantage que le temps de la métropole serait celui d'une prise de pouvoir des paysages naturels. Il a certes inclus en fin d'ouvrage une série d'herbacées qu'il considère comme pionnières, mais rien ne dit, rien ne montre qu'elles dépendent d'une politique paysagère ou tiers paysagère. On pourrait ainsi être tenté de dire que les problématiques d'aménagement, pour reprendre le titre de cette session, développées à l'écrit par le maire, surdéterminent le travail photographique, alors même que Camille Fallet
n'a pas contribué de près ou de loin à la définition du projet métropolitain. Alors, ces problématiques sembleraient même être contredites par le propos photographique si le contexte économique et administratif de l'ouvrage n'était pas renseigné à l'avant-dernière page. Dans le colophon, le nom du commanditaire est indiqué, la direction générale adjointe de l'aménagement de Bordeaux Métropole. Il faudrait ainsi arracher la couverture et la préface avec, puis le colophon pour qu'apparaisse sans interférence et dans toute sa cohérence le paysage géographique, empirique et esthétique à l'intérieur duquel Camille Fallet a circulé. Ce paysage est sans nul doute celui de l'agglomération bordelaise, telle qu'elle pouvait être pratiquée entre le mois de juillet 2016 et le mois d'août 2017. Il est aussi celui que John Brecon of Jackson a défini en ces termes. Le paysage n'est pas un décor, ce n'est pas une entité politique, ce n'est autre qu'une collection, un système d'espace artificiel, toujours synthétique, toujours sujet au changement soudain et imprévisible. Nous créons les paysages, nous en avons besoin parce que chacun d'eux est le lieu où nous fondons notre propre organisation humaine de l'espace et du temps. Et ce paysage est enfin le reflet des temporalités et des références personnelles du photographe. Donc Camille Fallet a fait sien un paysage bordelais qui visiblement est en tout point composite. Ce paysage découle d'une variété de projets architecturaux et urbanistiques qui ont été partiellement coordonnés, mais il est surtout structuré par une multitude d'interventions domestiques qui sont à la fois fondées sur des équipements standardisés et sur des agencements particuliers. Alors, si Camille Fallet les a assemblés au sein d'un seul ouvrage, il ne les a pas pour autant synthétisés, il n'a pas pour autant synthétisé le paysage, il a davantage agi par accumulation, puis par collection. Cette anthologie de l'ordinaire suppose ainsi, et à rebours du projet territorial, que l'aménagement politique s'efface devant l'agrégation des actes individuels de construction et d'habitation. En reprenant l'opposition formulée par Jackson, on pourrait dire qu'à Bordeaux, et à l'exception de quelques équipements et complexes immobiliers, le paysage vernaculaire métabolise le paysage politique. Alors, pour autant, ce sont bien les représentants du paysage politique qui, dans l'ouvrage, encadrent par écrit le paysage vernaculaire photographié. Et il aurait été différent si l'anthologie avait été introduite par une évocation de l'expérience artistique de l'auteur, puis en relevant plus exactement ses points d'ancrage esthétique, ses références paysagères personnelles, et en identifiant les citations qu'il effectue ça et là. Alors, pour ne pas imposer une lecture qui serait sous-tendue par les problématiques territoriales et les temporalités politiques, je souhaiterais vous proposer quelques questions et réponses potentielles. Alors, pour photographier Bordeaux sans légende, l'auteur a-t-il arpenté la ville comme on quadrille méthodiquement un territoire? A-t-il autrement circulé dans la ville en se laissant diriger par le contexte et en étant happé par ce qui l'environnait? S'est-il dit chaque jour de sa campagne qu'il allait entreprendre de documenter des problématiques d'aménagement urbain, ou s'est-il quasiment déplacé à l'aveugle au milieu des actes d'habitation et de construction? Alors, aux pages 442 et 443, a-t-il seulement photographié là où il se situait physiquement, ou a-t-il instauré une correspondance entre Bordeaux et les paysages de mobil-home sur lesquels J.B. Jackson a travaillé? Aux pages 348 et 349, n'accompagne-t-il pas directement Jackson en regardant le paysage tel qu'il le faisait? Aux pages 308 et 309, comme aux autres pages de la ville commerciale, ne se positionne-t-il pas à la fois à Bordeaux et dans une histoire de la photographie d'enseigne, laquelle est très liée au style documentaire? Donc là, c'est une photographie de Stephen Shore. Et enfin, à la page 487, à droite, s'est-il transporté à Bethléem, en Pennsylvanie, dans le prolongement de Walker Evans? Il y a une photographie que vous devez connaître du cimetière de Bethléem, réalisée dans le cadre de la FSC. Alors, finalement, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une lecture très fine d'anthologie de l'ordinaire pour comprendre que cet ouvrage ne relève pas d'une photographie territoriale, mais qu'il s'affirme visuellement comme une recherche sur les morphologies et l'expérience du paysage vernaculaire.
Mais alors, pourquoi ne pas préfacer cet ouvrage pour expliquer au lecteur quel est ce paysage vernaculaire bordelais et comment Camille fallait la photographier? La réponse à cette question est en partie économique et en partie idéologique. Ce ne sont pas les représentants des arts de faire vernaculaires qui ont financé ces travaux photographiques. En conséquence, je souhaiterais imaginer ce que pourrait être une photographie de paysage vernaculaire qui serait affranchie des logiques territoriales. À cette fin, je vais me baser sur la définition du paysage développée par Erwin Strauss, puis sur la définition du paysage et du vernaculaire sur lequel J.B. Jackson a travaillé. Donc en 1935, Erwin Strauss publie Du sens des sens, contribution à l'étude des fondements de la psychologie, un ouvrage en allemand dont la traduction française a été publiée en 2000. Alors parmi les 475 pages de cet ouvrage, Strauss en consacre 8 à la différenciation de l'espace du paysage et de l'espace de la géographie. Donc après une courte introduction à l'intérieur de laquelle il affirme que, je cite, dans notre vie quotidienne, nous vivons entre le pur espace physique, celui de la géographie, et le pur paysage, il investit la question de l'horizon et à travers elle, celle de la proximité. Donc il écrit d'abord que, non, c'est pas celle-ci, que l'espace géographique n'a pas d'horizon. Lorsque nous cherchons à nous orienter quelque part, lorsque nous utilisons une carte, nous établissons notre ici comme un lieu dans un espace sans horizon. À cet espace, il oppose celui du paysage où nous ne parvenons jamais qu'à nous déplacer d'un endroit à un autre, où chaque endroit est déterminé uniquement par son rapport au lieu adjacent à l'intérieur du cercle de visibilité. Il ajoute « le lieu où nous trouvons n'embrasse jamais la totalité ». Alors selon Strauss, le paysage est un espace de relations circonstancielles. Il n'implique pas de se tenir à distance et de se projeter vers le lointain. Au contraire, il reste enserré à l'intérieur du cercle de visibilité de l'environnement visible, et ce cercle ne s'étend sur le moment que s'il y a déplacement. Le paysage n'est pas l'espace d'une contemplation qui permettrait d'embrasser en fait de vastes étendues. Il est l'espace du sentir, d'une disponibilité à la fois immédiate et momentanée. Alors Strauss écrit ensuite « Dans le crépuscule, dans l'obscurité, dans le brouillard, je suis encore dans le paysage. Ma position actuelle est toujours déterminée par celle qui est la plus voisine. Je peux encore me mouvoir. » Il complète « Mais je ne sais plus où je suis. Je ne peux plus déterminer ma position dans un ensemble panoramique. » Puis il aboutit à cette hypothèse. La géographie ne peut plus se développer à partir du paysage. Nous avons perdu notre chemin. Comme hommes, nous nous sentons perdus. Alors, pour entrer dans le paysage, il faudrait donc sortir de la géographie, et en particulier du territoire, de cet espace approprié, ordonné, propice à la cartographie, et dont les frontières ne sont pas ajustées au cercle de la visibilité. Le pur paysage est cet espace où les repères objectifs cèdent la place à l'expérience directe. En ce sens, l'arpentage, en tant que pratique de quadrillage et de mesure, ne permettrait pas d'atteindre le paysage. De même, on ne voyage pas dans le paysage, on s'y égare, car il nous éloigne des savoirs et des repères géographiques. Une photographie de paysage ne devrait donc, de pur paysage, on va dire, ne devrait donc pas être accompagnée de légendes qui nous indiqueraient où l'on se situe et qui nous dirigeraient d'un lieu vers un autre. Il n'y aurait pas d'itinéraire. On peut même se demander si une photographie de pur paysage pourrait documenter d'autres sujets que l'expérience spatiale de l'auteur. Alors, voyons maintenant comment Strauss appréhende l'opposition entre plan et paysage. Selon lui, nos voyages s'accomplissent en règle générale selon un programme. Dans le paysage, il n'y a ni plan ni programme. Pendant un voyage qui a été minutieusement préparé pour qu'on mette le mieux possible à profit le temps mis à notre disposition, le paysage ne peut surgir que comme une gêne, un peu à la façon d'une averse torrentielle qui retarde le départ et empêche d'arriver à temps pour la correspondance. Atteindre le paysage impliquerait de se défaire des séquences et des cadences temporelles qui nous sont extérieures. Atteindre photographiquement le paysage nécessiterait de ne pas être contraint par les chronologies de projet et, pour ce qui nous concerne,
les chronologies des projets d'aménagement. Vouloir photographier, documenter ou encore accompagner l'aménagement du territoire, le Raum Planning, le Land Planning ou encore l'Ordenación del Territorio, amènerait inévitablement à s'éloigner du paysage. Alors Strauss le confirme un peu plus loin dans son texte. Nous entreprenons un voyage en espérant que les trains partiront à l'heure et arriveront à temps. De quel temps s'agit-il? Du temps objectif mesurable, exactement, prévu à l'horaire. Notre monde perceptif, avec ses choses fixes et mobiles, son espace géographique fermé, systématisé, son temps objectivé, est dominé par le plan, la mesure, l'heure. Nous vivons avec l'heure, et plus elle nous domine, plus le paysage recule. Il faudrait donc éviter de prévoir et de compter pour photographier au mieux le paysage. L'absence de frontières objectives, une culture conséquente du débordement, la faiblesse des ancrages et l'acceptation des discontinuités, le refus de la projection et l'ajustement aux circonstances immédiates, voilà certains des principes fondateurs de cette photographie. Alors, je vais finir en traitant plus spécifiquement de la question du vernaculaire. Alors, il n'existe aucun rapport direct et explicite entre la théorie du paysage selon Strauss et celle de Jackson. La première est phénoménologique et axée sur le sensible. Son personnage central est en déplacement. La seconde est plus pragmatique et repose sur des pratiques empiriques. En son centre se trouve l'habitant. Pour autant, certaines proximités sémantiques permettent de les faire converger. La géographie selon Strauss tend à correspondre au paysage politique de Jackson. Pour l'un comme pour l'autre, ce sont les espaces du plan et de la mesure. Le paysage selon Strauss se rapproche parallèlement du paysage vernaculaire jacksonien. Il est entouré par un horizon spatial et temporel restreint. Alors, leur définition s'écarte toutefois de manière substantielle en raison de la différence d'importance accordée par l'un et par l'autre à la notion de paysage. Alors, en accentuant quelque peu les oppositions et les rapprochements que Jackson a formulés dans les années 90, on pourrait dire que chez lui, le paysage politique équivaut au territoire. Il s'aménage dans la durée et selon des perspectives de long terme. Tandis que le vernaculaire, lui, permet de penser une extension du paysage domestique. Selon lui, le vernaculaire peut être représenté par une route souple, sans plan d'ensemble, isolée, qui n'est guère entretenue. Il est source de solutions fragmentaires et il est le vecteur de pratiques utilitaires. En raison de son détachement vis-à-vis de la sphère politique, il permet de s'abstraire des règles réglementaires, des normes réglementaires. En citant Strauss et en se positionnant comme aménageur, on pourrait dire que le vernaculaire ne peut surgir que comme une gêne, un peu à la façon d'une averse torrentielle, que le vernaculaire trouble le programme et met en question son exécution. Alors, dans de nombreux essais et dans certains de ses cours, Jackson a fait usage de la fiction pour décrire des situations génériques, et ne pas les relier à une localité, un territoire, une expérience personnelle ou communautaire précise. Donc en 1986, devant les étudiants d'architecture de la Rice University à Houston, il s'est identifié un jeune homme travaillant dans la tapisserie, payé à l'heure, ayant décidé d'autoconstruire sa maison. Donc après avoir acheté dans un magasin du coin un manuel intitulé « Construisez vous-même votre maison », il s'est aperçu qu'il n'avait ni les moyens techniques, ni les ressources financières pour respecter les plans énoncés. Il a décidé de construire au fur et à mesure et d'accepter des phases d'inachèvement. La construction a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il a rogné sur les dépenses pour économiser. Il a remplacé le carrelage par de la moquette. Il a trouvé des portes convenables dans un entrepôt de menuiserie d'occasion. Ayant supprimé la plupart des espaces de rangement, il a décidé de stocker dans le garage la machine à laver, les cartons de vaisselle, les vêtements, de même que les pièces détachées d'une moto et un panier de basket. Il a eu la possibilité de contourner les difficultés imprévues, mais sans pouvoir les résoudre. Par ailleurs, il était toujours prêt à saisir les opportunités passagères. Donc, en définitive, comment essayer d'atteindre photographiquement le paysage vernaculaire ? Il s'agit bien sûr d'interroger et d'épouser des formes spatiales qui échappent au savoir-faire professionnel, aux différentes méthodes de programmation, à la décision politique et à l'idée de complétude. Il y a dans le paysage vernaculaire cette prégnance de la précarité, du fragmentaire, du débordement, de la proximité, et en même temps de la dissolution des repères. L'ensemble de ces éléments pousse à ne pas synthétiser, mais au contraire à démultiplier,
incite à ne pas théoriser, mais à l'inverse, à épouser. Le paysage vernaculaire invite à ne pas gouverner, mais à enchevêtrer. Il impose une nouvelle fois de ne pas planifier, de ne pas exécuter des itinéraires. Et ce sont là, je pense, plusieurs des conditions pour accroître sa disponibilité au présent et à l'immédiateté. Merci. Bien, merci pour cette communication réalisée au pied levé, on va dire. Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? Merci tout d'abord pour votre présentation. Donc moi j'aurais une petite question, un peu de curiosité finalement. Comment est-ce que, quand vous avez parlé par exemple du vernaculaire comme extension du domaine domestique, moi je voulais un petit peu vous demander comment est-ce que vous envisagez du coup le rapport au paysage pour un habitant qui vit dans une tour par exemple. Il pourrait s'agir d'une sorte de paysage du quotidien, étant donné que c'est son logement, qu'il se l'approprie de sa propre façon, etc. Mais pour autant, lui-même, d'en haut, il bénéficie d'une vue, d'une relation avec le paysage. Peut-être que lui-même, finalement, tisse un petit peu ses itinéraires dans la ville, reconstruit une histoire, etc. Donc voilà, je voulais juste savoir un peu ce que vous pensiez de ce cas précis, moi qui m'intéresse aussi beaucoup. Bon, j'ai une interprétation de façon assez jacksonienne, on va dire, de la question. Et encore une fois, c'est une notion polysémique. Bon, à mon sens, voir la géographie ne conduit pas forcément uniquement à voir du paysage, premièrement. Ce qui n'est pas la définition, disons, issue de l'histoire de l'art. Ça dépend finalement des problématiques qu'on se pose et des questions qu'on pose à la géographie. On peut poser des questions, et visuellement notamment, territoriales à la géographie. On peut poser des questions environnementales et on peut poser des questions paysagères. En fait, il y aurait une déclinaison des spatialités à travers lesquelles on peut voir, à partir de son balcon dans une tour, la géographie qui s'offre à la vue. En fait. Deuxièmement, comme je le dis un peu, j'entends le paysage comme un espace de l'habitation et de l'expérience. Donc cela dépend à quel point le domestique aussi, ces pratiques domestiques vont sortir de son logement, par exemple. Les balcons dans des tours, on voit très bien que ce ne sont pas que des espaces de représentation, c'est des espaces aussi de rangement, d'installation utilitaire, de choses qui n'ont pas pu... que les habitants n'ont pas voulu garder à l'intérieur de leur logement. Et des fois, ce débordement domestique va bien plus loin que dans d'autres formes de logement, en particulier, que le balcon. Donc ça dépend vraiment des modes d'habitation et de l'extension du débordement du domestique, disons, et en dehors du logement proprement dit. Je ne sais pas si je réponds à votre... Oui, vous avez dit qu'il n'y avait aucun lien explicite entre Erwin Strauss et Jackson. Alors, il est vrai que Strauss c'est une figure de la phénoménologie historique. Jackson, à ma connaissance, ne s'inscrit pas explicitement dans cette école philosophique, pour autant que je sache. Non, la phénoménologie la phénoménologie revisitée par les Américains. Est-ce qu'elle a inspiré? Est-ce que déjà ce lien c'est un lien que vous avez construit comme ça de vous-même, ou est-ce que c'est à travers une relecture à la fois de la phénoménologie dans le paysage américain, ou inspiré par, j'allais dire, une tendance plus contemporaine de revisiter cette école qui, par rapport au pragmatisme et toute la pensée américaine sur le paysage, est très à l'écart de ça?
Non, c'est des questions purement circonstancielles, encore une fois. Bon, je m'intéresse à la question de la perte de repères dans la géographie. Donc, Erwin Strauss m'intéressait sur ce plan-là. Et je suis assez d'accord avec son idée de séparation. On n'est jamais dans des espaces, dans une spatialité dans l'absolu. Donc finalement, il y a une interrelation, une superposition de ces spatialités dans lesquelles on se situe. Donc on n'est jamais dans le pur paysage. Mais une des questions que je me posais, c'était à quel point on pouvait aussi, comme je le disais précédemment, envisager une photographie géographique qui ne viendrait pas servir une science, mais une photographie géographique qui serait capable de diversifier ces problématiques et poser des questions à la fois paysagères, territoriales, etc. Donc toujours ramener le photographe de paysage au territoire qu'il pratique, toujours penser qu'il y a une forme de paysagement de ce qu'on voit, j'ai tendance à dire que ça appauvrit la diversité des problématiques qu'on peut poser aux espaces, en fait, à partir desquels on peut questionner les espaces. Donc c'est cette question puisque chez les photographes, lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir des longues phases de repérage, il y a souvent ce moment de la perte de repères, soit parce qu'ils ont accumulé trop d'images et finalement ils ne savent plus se repérer dans leur propre archive mentale ou concrétiser dans des tirages photographiques, soit parce qu'à un moment, ils ont comme travaillé un peu sur la déprise aussi, et laissé de côté la carte, et avoir un rapport d'immédiateté, comme je le dis, à leur environnement sur lesquels ils doivent travailler. Mais le fait est, c'est que dans la commande photographique, il y a souvent cet endiguement, disons, qui est lié au territoire du commanditaire. Et cet encadrement, en fait, qui vient aussi souvent au moment du livre, où il y a un décalage entre finalement l'appréhension des paysages par le photographe et le discours produit parallèlement. Voilà, donc c'est pas chez moi une tentative de réfléchir sur ces écoles. Je trouve ce lien assez riche. Il n'est pas très académique sur un plan purement philosophique, parce que je pense qu'il pose... moi-même, dans un certain travail pour voir à quel point, par exemple, des philosophes là-dessus trouveraient... il y a à la fois une diachronie, il y a à la fois... Bon, il y a toutes ces questions, mais je le trouve extrêmement riche, et je trouve qu'il fait vraiment sens sur tout ce préalable, en fait, tout ce travail ce qu'on appelle le travail de terrain de manière générique. Je trouve qu'il n'est pas assez travaillé. Et je trouve qu'il fait vraiment sens dans votre exposé. Je vous en remercie. Merci. D'autres questions? Oui. Merci Jordi pour cet exposé. Moi, j'aurais pas particulièrement de questions à te poser à toi. Mais j'aimerais en poser une à Camille, si je suis autorisée à le faire. Tout à fait. Pour rebondir un peu sur cet exposé qui, moi, m'a éclairé aussi beaucoup sur mon propre travail et ma propre approche. Cette notion de vernaculaire, en fait, je me suis demandé si, en travaillant sur Bordeaux, Camille, toi, ayant aussi une certaine expérience empirique et visuelle de cette notion-là, puisque je sais que tu as travaillé avec Jordi sur des archives photographiques américaines qui traitent de cette question-là, et que tu es allé aux États-Unis, donc tu as forcément nourri ton regard de toutes ces choses-là. Je me suis demandé si ça tu l'avais emmené sur le terrain, et si tu avais eu une position réflexive vis-à-vis de cette notion-là en faisant justement ce travail sur Bordeaux. Ça m'a marqué pour l'enregistrement. On a fait avec Jordi. Pardon. Georges. En fait, pour l'enregistrement. Donc oui, on a fait une exposition avec Jordi qui s'appelait Notes sur l'asphalte
au pavillon populaire à Montpellier. D'après les archives de chercheurs, urbanistes, historiens de l'architecture, paysagistes, non, géographes. Donc oui, ça m'a marqué, et notamment Jackson m'a marqué, mais aussi la manière de photographier de Jackson, même si j'avais déjà ces questions-là avant. Après, l'ouvrage, il y a un peu des contre-vérités, des choses qui sont pas... Par exemple, Juppé n'a absolument pas écrit ce texte. Enfin, il l'a signé. Oui, il l'a signé, mais bon... Il est habituel que... Il a dû corriger les fautes d'orthographe et le signer, mais il y a la chargée d'urbanisme, il y a son assistant qui était très chouette, Aurélien Roltangui. La commande, c'est pas une vraie commande photographique, c'est une espèce il me commande un livre parce que j'avais fait un livre sur le Grand Paris sur le même modèle, qu'ils avaient vu le livre. Donc c'est pas réellement une commande, c'est pour un événement, la Biennale d'architecture qui s'appelle Agora. Donc je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça sur le même plan que je sais pas, la Datar ou ce genre de choses. Et le livre de Paris et celui-là, en fait, jouent aussi sur des langages, on va dire, même si j'aime pas trop le terme, de la photographie. Et donc, du coup, la référence au vernaculaire, j'essaye de faire une véritable enquête sur le terrain, mais en même temps, ce qui m'amuse, c'est aussi jouer avec les formes de la photographie, quoi. Donc, on a tout le panel des photographes qui vont apparaître par moment et par forme de signe. Et les images qu'a choisi Jordi sont effectivement des citations très littérales à Jackson, notamment les espèces de fagnons de vendeurs d'automobiles. Ouais. Mais après, j'imagine qu'il y a aussi une mythologie du cinéma américain, de la bande dessinée, etc., qui sont déjà là, avant de connaître même le vernaculaire et Jackson, en fait, qui nourrissent un univers. On en a parlé une fois ensemble, mais je trouve qu'il y a une espèce de va-et-vient qui est intéressante. C'est comment Evans va aller, par exemple, prendre la culture européenne, lui et d'autres, Bérénice Abbott qui achète les fonds de Hadjé, la manière dont cette culture ils vont s'en saisir aux États-Unis. Carlos Williams, le poète, vont essayer de penser par l'Europe leur propre pays, et ensuite comment il y a une espèce de retour aujourd'hui, maintenant qui date un peu, mais de cette photographie américaine dans la photographie européenne, quoi. Voilà. Donc c'est pas juste sur un plan, je sais pas comment dire, théorique, c'est aussi un jeu formel. Je suis avant tout un artiste visuel, je suis pas un théoricien, voilà. Mais le fait est, c'est qu'il y a un cadre de la commande. On t'a invité à travailler sur l'agglomération bordelaise. Et que c'est une administration de la mairie de la métropole qui t'invite, qui finance le travail, et même si c'est pas personnellement Alain Juppé qui a rédigé le texte, c'est lui qui le signe. Donc, est-ce que tu es d'accord avec la contradiction que... Bien sûr qu'il y a une contradiction totale. De toute façon, moi, alors, le truc, c'est qu'il me laisse complètement libre. Donc, évidemment que je vais pas aller dans leur sens. Alain Juppé, c'est mon ennemi dans un sens. Je sais pas, on peut parler du Rwanda, on peut parler de plein de trucs sur Alain Juppé qui sont sales un peu, quoi. C'est des politiques, c'est un peu... Donc évidemment que je vais pas l'aider, je vais pas flatter sa métropole, je vais pas faire une image. Même si finalement il y a quand même une forte autocensure chez moi au moment de faire le livre. Voilà. Après, je sais qu'il n'a pas aimé le livre, par exemple. Il n'a pas aimé le livre, bon, il a signé le texte, il a dit ça vend pas notre métropole, c'est pas une bonne chose. Après, je pense que c'est pas une politique vraiment réfléchie, c'est-à-dire que c'est un coup. C'est que Michel Laricharlu, qui a passé la commande, voit ce livre de Paris, la Biennale d'architecture Agora, en fait, ça faisait... ils ont décalé l'édition d'une année, puisqu'en fait la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux, qui était devenue métropole par la loi, a été récupérée par la droite. Donc ils ont décidé d'organiser Agora sous l'égide de la métropole, de s'intéresser à la question du paysage. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence? Tiens, on va prendre Camille Fallet. Moi je connais d'autres gens qui ont été en fait consultés, je l'ai appris ensuite. Et finalement les projets sont tombés à l'eau, ils ont pris ce projet, je sais pas, c'est un coup pour eux. C'est pas du tout, je sais pas comment dire. Ils essayent pas de constituer un savoir. Je crois pas du tout. Je pense qu'ils jouent autre chose. Ils jouent un truc à la mode, un truc du présent, un truc de l'événement. Et d'ailleurs, ils le portent pas en fait. Après, ils portent pas le livre. Ils cherchent pas à le diffuser. Le livre est introuvable. Voilà.
Je suis pas sûr qu'il y ait... Bon, la contradiction, je comprends ce que tu dis, hein, et c'est vrai. De toute façon, je pense qu'il y a un truc très ambigu sur pourquoi les aménageurs utilisent les photographes. Quel alibi, en fait, ça, en fait. Comment le photographe est censé résoudre la question esthétique du paysage qu'ils n'arrivent pas vraiment, à prendre à bras le corps. Mais c'est une autre discussion, bref. Bien. Juste très rapidement, c'est peut-être un coup, mais il me semble que la communauté urbaine de Bordeaux, et je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Jérôme Goz, que tu connais peut-être, hein, qui est vraiment un commanditaire qui passe commande à des photographes sur les paysages de Bordeaux. Je pense au travail notamment de Jérémy Bucholtz ou maintenant Emmanuel Blanc, qui travaille sur Bordeaux. Enfin voilà, et je trouve que ce serait intéressant aussi de mettre en comparaison ta production et puis d'autres travaux de photographes qui travaillent sur le paysage de Bordeaux et qui répondent à une commande de la Cube. Voilà. Exactement. Oui. Et qui a participé aussi à Agora. Enfin, ses photos étaient. Je crois que lui, le départ de son travail est une initiative privée. Il l'a fait de lui-même. Je crois. Il a commencé à photographier Bordeaux et chacun point de vue, il a reconduit son point de vue. De manière... Donc, du coup, l'administration, c'est différent, elle part d'un existant. Oui, elle part d'un existant. Elle part d'un existant, mais il y a quand même une commande à passer. Oui, mais ce qui fait l'intérêt de la commande, je pense. Je pense que c'est une question que... je ne voudrais pas dévoiler, mais on essaye à plusieurs à Marseille, on essaye de faire un fonds photographique avec toutes les commandes photographiques qui ont été passées, mais aussi toutes les initiatives personnelles qui ont été faites sur les Bouches-du-Rhône depuis les années 80, on va dire. Donc on a collectionné ces fonds et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'échecs des commandes, on ne peut pas les voir parce que les politiques se rétractent à un certain moment. C'est-à-dire ça ne correspond pas à leur image, ils ont investi mais ils ne veulent plus. Et je trouve une des choses qui est dommage, c'est que très souvent on passe des commandes, mais on ne réfléchit pas à l'existant et aux choses qui ont déjà été faites. Et là, dans le cas de Jérémy Bucholtz, c'est ça qui est plutôt intéressant. En fait, il y a déjà un travail au départ d'un artiste et on s'appuie sur une chose qui est réelle. Ça, c'est mon... Je sais pas, je sais plus. Attends. Bien, donc nous allons arrêter là cette discussion passionnante.